exactement 18h sur les ondes de Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Ce lundi 9 juin 2025, les présidents de la Confédération des États du Sahel, AES, ont procédé à la montée des couleurs de l'hymne de l'AES intitulé Sahel Benkan. Pour plus de détails, l'une de nos équipes a fait le tour pour prendre quelques impressions. Suivant. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès, sous l'étendard de combat épique. Né de la volonté d'unir les nations de la Confédération des États du Sahel, l'AES a franchi une nouvelle étape symbolique ce lundi 9 juin 2025. Pour la première fois, l'hymne de l'AES intitulé Sahel Benkan, composé de 3 couplets et 2 refrains, a été exécuté lors des cérémonies de montée des couleurs nationales au Burkina Faso, au Niger et au Mali. L'hymne de l'AES, c'est l'une des choses la plus importantes aussi qui caractérise cette confirmation de souveraineté. Nous avons décidé d'être souverains, nous avons décidé d'être indépendants, nous avons décidé d'être des nations sérieuses, correctes. Et cela ne peut se faire sans avoir les instruments qui accompagnent cette souveraineté. Nous, en tant qu'autorité locale, nous avons aujourd'hui maintenant la tâche de faire comprendre à toutes les couches socio-professionnelles de la commune l'hymne de l'AES pour que chacun puisse s'en approprier. D'abord les autorités locales ainsi que l'éducation, ainsi que surtout l'éducation parce que les élèves doivent apprendre. L'hymne de l'AES, à mon avis, doit remplacer aujourd'hui l'hymne national du Mali pour que le monde scolaire puisse s'en approprier. Selon Dr Youssouf Z Koulibaly, membre du CNT du Mali, ce moment marquant a été l'occasion pour ces pays de réaffirmer leur solidarité et leur engagement commun envers un avenir de prospérité et de paix. Je suis très content que vous ayez posé cette question. En fait, l'hymne national, c'est l'identité de la Confédération. Ce n'est pas une hymne national, c'est l'hymne de la Confédération des 3 États. Il est le fruit d'un travail des techniciens désignés par les 3 pays qui ont mûrement réfléchi et le contexte de la création de la Confédération est pris en compte. Le combat de ces 3 pays pour leur souveraineté est pris en compte. Il y a aussi l'aspiration des peuples du Sahel au développement économique, socio-culturel est prise en compte. Si les plus hautes autorités décident aujourd'hui qu'on aille à la fédération, je pense que les bases sont déjà là parce qu'on ne pouvait pas sauter cette étape. Vous voyez déjà au début, c'était une alliance des 3 États. Après, on est passé à la confédération, qui est le forme le plus minuscule de la fédération. Et parce que dans une fédération, vous avez les États confédérés. Et donc, ces États confédérés ont leur spécificité. Ils conservent leurs lois, ils conservent leur politique, mais ils sont dans l'ensemble. Donc, je crois que dans le proche futur, on tend vers ça. Et cela va être salutaire pour les 3 États. Cet hymne rend hommage à l'histoire héroïque des peuples du Sahel, célébrant le courage et la résilience de leurs citoyens. La session du baccalauréat 2025 au Mali se tiendra du 23 au 26 juin prochain. À quelques jours de l'examen, les acteurs de l'éducation se mobilisent, chacun à ce qui les concerne. Pour les élèves, l'heure est aux révisions et à l'interrogation sur quelle étude faire après le bac. Notre rédaction s'est également intéressée à la question à suivre dans ce dossier réalisé par Alamidou Badini Bakari Kone.
Après plusieurs mois d'études, Ramata, Issa et leurs camarades seront soumis dans quelques jours aux épreuves du baccalauréat malien. Mais quelle filière choisir après l'obtention du bac? C'est la question essentielle pour réussir son cursus académique et se tailler une place sur le marché de l'emploi. Si certains ont déjà fait leur choix, beaucoup restent indécis. Bon, après le bac, je voulais faire droit. Comme je fais déjà la TLL, je voudrais faire droit pour devenir avocate, éviter l'injustice, pour défendre la justice, quoi. Avoir un équilibre entre chaque citoyen. J'ai parlé à ma famille, ils m'ont conseillé, mais le choix me revient, quoi. Précisément, je voulais faire la pharmacie chimique. La pharmacie chimique est la branche de la chimie dédiée à l'étude des médicaments. Dans les différents établissements, l'administration scolaire s'implique comme il se doit pour aider les futurs bacheliers à opérer un choix judicieux. Aujourd'hui, nous rencontrons un taux de chômage très très élevé au Mali aujourd'hui. Donc notre soutien aux élèves, c'est de les sensibiliser, de parler avec eux, de discuter succinctement avec eux et surtout avec l'appui de leurs parents. Ce qu'il faut faire, quel choix, quelle filière il faut choisir après le bac, ce qui va déterminer également leur avenir. C'est le cas également au groupe scolaire Toubakoro Alassane Doucouré. Ici, en plus des cours ordinaires par série, un module est dédié à l'orientation des élèves. L'État même nous autorise à faire des formations dans ce sens qu'on appelle chez nous le projet personnel. Ce n'est pas dans le programme, mais l'État même laisse latitude aux écoles pour accompagner les enfants. Et surtout, nous sommes aussi en partenariat avec un club autodidacte aussi, qui est le responsable même du groupe qui s'occupe de tout ce qui est aspect formation à ce niveau, qui va permettre à nos apprenants surtout de savoir après le bac je dois aller faire soit l'université, si je vais devenir docteur, quelle université je dois choisir, si je vais devenir enseignant, qu'est-ce que je dois choisir. Donc on les apprend depuis la 10e année, 11e, arrivé au niveau de la terminale, ça trouve qu'ils sont déjà préparés. Outre les établissements publics de formation, les universités privées s'attellent elles aussi à assurer une formation de qualité aux étudiants. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui le marché de l'emploi est vraiment saturé et on n'a pratiquement plus besoin de ceux-là qui sont bons, mais plutôt ceux-là qui sont excellents. Donc pour cela, notre université offre un éventail de formations et dans le domaine de la science, de l'économie et de la gestion et de la technologie également. Et il y a ce qu'on appelle la science juridique, politique et de l'administration. Et il y a les lettres et l'art et les arts. Et il y a la science de l'homme et de la société également. Et nous évoluons dans ces domaines et nous proposons ces formations aux élèves en tant que tels. Une panoplie de filières porteuses pour garantir un emploi décent aux apprenants à la fin de leur formation. C'est la mission que s'assigne également le groupe Université Gemini Management International. L'étudiant ne doit pas avoir un diplôme et chômer. C'est vraiment très grave. C'est un drame pour les parents, c'est un drame pour la nation, c'est un drame pour l'individu. C'est pour ça que nous avons, choisi d'abord des filières porteuses économiquement, technologiquement, n'est-ce pas, socialement aussi. À Gemini, nous avons 3 groupes de filières porteuses pour ne pas chômer, pour ne pas rester à la maison, pour ne pas choquer les parents. Alors, nous avons les filières techniques industrielles. Les filières techniques industrielles sont composées de mines, pétrole et énergie, avec vraiment l'appellation mines et pétrole, qui sont vraiment enseignées en théorie comme en pratique, avec nos partenaires miniers qui sont dans les régions. Puis nous avons le génie civil, combien utile pour les constructions. Après le génie civil, nous avons l'énergie solaire et le développement durable. Combien de fois on a besoin d'énergie. On les forme, ils installent les panneaux solaires, autant pour tout ce qui est domestique que tout ce qui est agricole. La filière agroalimentaire, le Mali, notre grand pays, est un pays d'agriculture. 2 millions de kilomètres carrés cultivables. Donc nous n'avons pas oublié la filière agroalimentaire. Et puis les statistiques appliquées.
Les statistiques sont nécessaires dans les prises de décision économiques. Nos autorités politiques, administratives ont besoin de connaissances nettes dans leur prise de décision pour qu'elles soient précises et apportent à la nation. Les filières administratives sont composées du management des affaires. Le Mali, c'est un pays de commerce depuis le XIIIe siècle, depuis le médiéval. Le commerce, c'est dans le sang du Malien. Donc, on ne peut pas faire une université de gestion sans mettre le management des affaires. Donc, vous avez le management des affaires, vous avez la gestion des ressources humaines, vous avez la finance, comptabilité, fiscalité, vous avez le marketing, communication, vous avez logistique, transit, transport, le droit des affaires et enfin la gestion, administration et gestion des affaires. Si l'avenir de la nation repose sur la jeunesse, le devoir nous appelle tous à jouer notre partition pour les aider à faire un bon choix de filière et ce, en vue de leur garantir un lendemain meilleur à la fin des études. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Actualité autrement, le président du Togo, Faure Gnassité, est confronté à une pression croissante à la suite de la répression par le gouvernement des manifestations appelant à sa démission en raison des récentes modifications de la Constitution qui pourraient effectivement le maintenir au pouvoir indéfiniment. Le commentaire signé Abdul Karim Sako. Mardi, des militants ont condamné l'arrestation et les mauvais traitements présumés de dizaines de personnes à la suite de manifestations organisées à la fin de la semaine dernière dans la capitale du Togo et sur les réseaux sociaux. Le dirigeant togolais, qui est au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, a prêté serment au mois de mai en tant que président du Conseil des ministres. Ce poste puissant n'est pas officiellement limité dans le temps et il peut être réélu indéfiniment par le Parlement. Les hommes politiques de l'opposition ont dénoncé cette mesure comme un coup d'État constitutionnel. Environ la moitié des 80 manifestants arrêtés ont été libérés lundi en fin de journée. Toutefois, au moins 25 d'entre eux restent en détention, a déclaré un groupe local de défense des droits, exhortant les autorités à relâcher les autres. Ce que nous savons, c'est que plusieurs personnes ont été battues lors de leur arrestation, a déclaré Aimé Adi, directeur du bureau d'Amnesty International au Togo. Outre la libération des détenus restants, ce que les Togolais veulent maintenant, c'est la fin de ce régime qui ne peut plus rien offrir au peuple après 20 ans de pouvoir absolu et répressif de Faure Gnassité, a déclaré une coalition de groupes politiques connus sous le nom de Touche pas à ma constitution. Les manifestations sont rares au Togo car elles sont interdites dans le pays depuis 2022 à la suite d'une attaque meurtrière sur le principal marché de Lomé. Mais le dernier changement dans la structure du gouvernement a été largement critiqué dans une région menacée par des coups d'État endémiques et d'autres menaces pour la démocratie. Le procureur Talaka Mawama a défendu les arrestations et décrit les manifestations comme faisant partie d'une révolte contre les institutions de la République. Au Maroc, sanctions royales contre les Walis de Fès et Marrakech ayant bravé l'interdiction du sacrifice de l'Aïd. Le roi Mohamed VI avait appelé dès février 2025 les Marocains à ne pas accomplir le sacrifice rituel de l'Aïd el-Adha cette année. Une décision inédite motivée par une sécheresse persistante depuis 6 ans et la régression inquiétante des cheptels nationales qui mettaient en péril l'équilibre économique de nombreuses familles. 2 Walis ont été sanctionnés pour avoir bravé cette interdiction. Suivons ce commentaire de Fatmata Yayakani. Le souverain, en sa qualité d'Amir al-Moumin, commandeur des croyants, avait précisé que l'Aïd el-Adha, bien que tradition fortement recommandée, n'est obligatoire que pour ceux qui en ont les moyens. Afin d'éviter des souffrances financières à la population, il a assumé la responsabilité d'accomplir en leur nom les sacrifices rituels suivant l'exemple prophétique. Ces messages solennellement transmis à la nation insistaient sur les valeurs spirituelles de l'Aïd, prière au nom
convivialité plutôt que sur les rituels sacrificiels. Or, des hauts responsables ont contrevenu à cette directive royale. Les Wallis de la région de Fès-Maknès, Mouad Djamé et de Marrakech, Safi, Farid Chourak. Dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, on les voit procéder publiquement au sacrifice d'un mouton, suscitant l'indignation. Cette désobéissance flagrante a été perçue comme une rupture de l'unité nationale face aux épreuves et un acte de défi envers l'autorité royale. En réaction, le ministre de l'Intérieur a pris une mesure ferme, la suspension des deux Wallis de leurs fonctions, et c'est pour une durée indéterminée. Cette sanction traduit la volonté claire du souverain de faire respecter ses décisions, surtout qu'elle viserait à persévérer la cohésion sociale et à alléger les difficultés économiques du peuple. La décision de suspendre la célébration de l'Eid el-Adha répond, selon le palais, à des motivations profondes. Au-delà de la crise du cheptel, elle reflète toujours, selon Rabat, une volonté politique de placer l'intérêt collectif au-dessus des rites. En empêchant un endettement massif pour l'achat du mouton, Mohamed VI dit chercher à protéger les couches sociales les plus vulnérables confrontées à l'inflation et à la hausse des prix alimentaires. Outre les cas au Maroc, plusieurs Marocains résidant à l'étranger ont bravé publiquement l'interdiction. En catalogue, des membres de la diaspora marocaine ont organisé des sacrifices collectifs, publiant des images sur les réseaux sociaux, certains revendiquant leurs gestes comme une forme de fidélité à la tradition religieuse plutôt qu'à la ligne du palais. Des comportements similaires ont été observés au Sénégal, notamment dans certaines confréries religieuses marocaines installées dans la région de Dakar qui ont procédé au sacrifice en invoquant leur autonomie spirituelle. Ces actes de défiance, bien qu'isolés, suscitent des débats au sein de la communauté marocaine, tant au pays qu'à l'étranger. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Accusation nigérienne, l'Algérie complice d'un groupe terroriste au Sahel. Ce 9 juin 2025, une émission de la télévision nigérienne a montré un documentaire contre l'Algérie, l'accusant d'héberger et soutenir activement des groupes terroristes opérant au Sahel. Cette déclaration publique rejoint les dénonciations antérieures du Mali et de la Confédération des États du Sahel AES, qui reproche à Alger d'offrir un sanctuaire aux groupes armés terroristes. La crise diplomatique s'est intensifiée après la destruction d'un drone malien près de la frontière algérienne, alimentant les soupçons sur le rôle trouble de l'Algérie dans la déstabilisation régionale. L'AES envisage désormais des actions internationales pour dénoncer ce qu'elle considère comme un parrainage du terrorisme par l'État algérien. L'OTAN fournit ses armes. Un haut responsable russe dénonce une course à l'affrontement dans un climat de tension électrisante. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grushko, tire la sonnette d'alarme. L'OTAN aiguise ses armes dans l'ombre avec pour cible un choc militaire contre la Russie. Parlant de l'OTAN, nous constatons réellement que tous ces chantiers militaires sont dans l'ensemble orientés vers l'objectif d'un affrontement militaire avec la Russie, a-t-il déclaré à Sputnik en marge du Forum du futur 2050. Selon lui, des exercices à grande échelle, des plans de rééquipement des armées, l'augmentation des budgets militaires, réforme de la structure de commandement et de création de nouveaux commandements en sont la preuve. Ce constat façonne désormais les relations entre Moscou et les nations de l'Alliance, a-t-il ajouté, face à l'activité frénétique de l'OTAN qui déploie une présence sans précédent près des frontières occidentales russes sous le prétexte d'une dissuasion de l'agression russe. La Russie hausse le ton. Moscou a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face au renforcement des forces otaniennes en Europe. Selon la diplomatie russe, Moscou reste néanmoins ouvert au dialogue avec l'OTAN à condition que celui-ci s'établisse sur un pied d'égalité. Vladimir Poutine appelle à défendre les valeurs traditionnelles face aux modèles occidentaux le 10 juin. Lors d'une visioconférence avec le Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine a appelé à renforcer la défense des valeurs traditionnelles qu'il juge essentielles à la souveraineté nationale, à la cohésion sociale et à l'identité russe. Dénonçant une guerre de l'information et des modèles occidentaux totalitaires, il a insisté sur l'importance de la famille, de la justice et de la mémoire historique.
Il a salué les initiatives éducatives comme les conversations sur l'essentiel et les mouvements de jeunesse alignés avec ses principes. Le président a exhorté à inscrire ses orientations dans la stratégie d'État à long terme, en coordination avec les alliés du BRICS, de l'OTSC et de la CEI. Macron veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le président français a annoncé son intention d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, affirmant que les plateformes disposent des outils nécessaires pour vérifier l'âge des utilisateurs. Il a également dénoncé l'explosion des familles et la montée de la violence chez les jeunes, soulignant l'urgence d'une mobilisation européenne sur cette question. Face à l'inaction de l'Union européenne, il envisage d'appliquer cette interdiction directement en France dans les prochains mois. Cette déclaration intervient après le drame de Nogent, où un adolescent de 14 ans a poignardé à mort une surveillante de collège. Par ailleurs, Macron souhaite interdire la vente de couteaux aux mineurs, notamment sur les plateformes en ligne. États-Unis, arrestation à Los Angeles lors de manifestations contre les expulsions d'immigrés illégaux. Des affrontements violents ont éclaté à Los Angeles ce week-end alors que des manifestants dénonçaient les expulsions massives menées par les services d'immigration américains. Selon la police de Los Angeles, plus de 10 personnes ont été arrêtées. Face à la montée des tensions, le président Donald Trump a ordonné le déploiement de 2000 soldats de la garde nationale en Californie. Cette décision a été vivement critiquée par le gouverneur qui a dénoncé une atteinte à la souveraineté de l'État. Le maire de Los Angeles, Karen Bass, a qualifié cette intervention de dangereuse escalade, dénonçant les descentes des services d'immigration américains, alimentant la peur et l'insécurité parmi les habitants. Il s'agit de la première fois depuis 1965 qu'un président américain déploie la garde nationale dans un État fédéré sans l'accord du gouverneur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.